Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en septembre 2024 et c'est l'épisode 378. Apple a présenté les iPhone 16, 16 Pro, l'Apple Watch Series 10. Et parmi évidemment plusieurs nouveautés. Nouveauté, c'est peut-être pas d'ailleurs exactement le maître mot qui vient spontanément à l'esprit en premier quand on pense aux annonces qui ont été faites. On va en parler ensemble. On va aussi suivre un peu le reste de l'actualité tech, notamment quelques infos glanées à l'IFA. Alors attends, excusez-moi, l'International Funkausstellung Berlin. Oh, je le prononce peut-être très très mal, mais l'IFA de Berlin, un des salons européens annuels qui nous sert de rendez-vous sur l'innovation basée sur l'électronique. Je suis Guillaume Vendée, bien qu'enrhumé, toujours podcasteur technophile enthousiaste. Et puis j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un qui n'est pas venu dans Tech Café depuis quelques temps maintenant. C'est Benjamin Vincent. Salut Benjamin, comment vas-tu ? Salut Guillaume, salut à tous. Ça va très bien, je suis très heureux de te retrouver et de retrouver Tech Café évidemment. Eh ben écoute, ça fait très plaisir parce que on a de longue date maintenant eu l'occasion de partager des keynotes ensemble, parfois en live, oui. avec les images, avec le son, avec les aléas du direct. Ça reste des souvenirs incroyables, les meilleurs souvenirs pour moi d'ailleurs dans l'univers des médias indépendants comme ça, c'était très chouette. C'était et puis, Watch TV à l'époque. C'est ça, de l'époque à la télé, de Watch TV, absolument, ouais. sur un vrai plateau. Je reste très impressionné encore, j'étais très marqué par ça. Et surtout, voilà, tout l'environnement en coulisses et le suivi était vraiment très très chouette. C'est marrant parce que je me rendais compte avec le recul que les recettes de relais de ces événements-là n'ont finalement pas fondamentalement changé. Les produits ont plus changé, eux, que notre manière de les relayer. C'est toujours un plaisir d'échanger. Et puis, tu étais avec nous dans Tech Café pour la sortie de l'iPhone 14. J'ai fait mes devoirs tout à l'heure pour voir quand est-ce que tu étais présent. Donc, ça fait trop longtemps maintenant, Benjamin, qu'on t'a pas entendu. Et donc, je suis ravi de te retrouver. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es notamment le papa et une des voix qui animent un autre podcast, mais qui va intéresser les plus fans d'Apple parmi nos auditeurs et nos auditrices. C'est iWeek. Je ne sais pas si tu veux en toucher un mot. Avec plaisir. iWeek, ça a été une des 15 ou 20 émissions qui existaient sur Watch TV, donc que j'avais lancé en 2012 et à laquelle tu as souvent participé. Quand Watch s'est arrêté juste avant le Covid, toutes les émissions ont disparu avec la chaîne. Et puis il y en a une que j'ai sauvée sous la forme d'un podcast natif. Donc c'est iWeek, la semaine Apple, qui est donc réapparu sur les plateformes de podcast en août 2020. Et donc, on vient de démarrer la 5e saison. C'est un podcast hebdo, c'est un podcast d'une grosseur par semaine. C'est un podcast un peu de vieux de la vieille maintenant, parce que tu sais, on a quelques années de plus que toi, je crois, dans la bande. Il y en a qui ont 40 ans d'Apple dans les pattes, et donc voilà. Et on est en même temps des passionnés, et on a un regard non complaisant sur Apple, donc on en parle avec beaucoup d'intérêt, mais voilà, sans leur faire de cadeaux non plus. Tout ça dans une bonne humeur qui nous fait plaisir. On essaye d'être bienveillant et accueillant. Voilà, on prend beaucoup de plaisir à faire iWeek et à le partager avec nos auditeurs. Et donc, venez si vous n'avez jamais essayé. On fête la 200e dans 10 jours. Peut-être que tu passeras une tête. Oh écoute, avec plaisir. Alors là, si j'ai l'invitation, ce sera avec grand plaisir que je viendrai vous faire coucou. Toujours avec un grand plaisir, Benjamin, ça c'est clair. Écoute, de toute façon, Apple, on va continuer à en parler tous les deux. On va pas faire que ça. Je crois que tu as traîné dans les salons aussi du salon, dans les couloirs de l'IFA à Berlin. Ouais, donc on va pouvoir te demander un petit peu qu'est-ce que toi tu as perçu. Juste avant qu'on attaque nos news, je me dois de redérouler le tapis rouge. Mais alors figure-toi, cette fois-ci, cette semaine, je suis abasourdi. Est-ce les faire entrer ? Est-ce l'actualité qui a occupé les internautes et les poditeurs à d'autres choses ? Je ne sais pas, mais ça fait très longtemps. On n'a pas de nouveau soutien sur Patreon à accueillir. Alors écoutez, c'est bien, ça permet de passer un coup d'aspi sur le tapis rouge, de le shampouiner pour qu'il soit tout prêt pour vous si d'ici la semaine prochaine vous voulez faire l'effort de venir nous soutenir, parce que si vous trouvez que Tech Café vous rend un service concret pour vous informer, qui vous fait passer un bon moment, ça contribue aussi les podcasts. Si jamais ça vous manquerait
de plus l'avoir chaque semaine pour combler vos trajets en transport, votre ménage, votre bricolage, votre sport. Je peux que vous inviter à vous abonner sur Patreon. Donc, c'est patreon.com/techcafé. La promesse, c'est pour le prix d'un café par semaine, vous profitez de quelques infos exclusives et surtout d'un moyen de vous abonner au podcast dans votre app habituelle. Pas besoin d'aller utiliser une app tierce ou un site pas très pratique. Vous utilisez votre app de podcast habituelle et vous avez les épisodes sans la pub. C'est sur patreon.com/techcafé. Vous allez peut-être même pouvoir le faire là pendant que vous écoutez cet épisode. Vous serez évidemment les bienvenus et puis on pourra vous citer dès la semaine prochaine. Merci aussi à celles et ceux qui déposent des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou des étoiles sur Spotify. Là, en l'occurrence, c'est Striker Fox. Pardon, j'écorche son pseudo. Striker Fox qui est dur venu... à dire. Hein. Oui, c'est pas facile. C'est plus facile à dire que le nom complet de l'IFA de Berlin, mais quand même. Oui, c'est vrai. Striker Fox, donc qui est venu sur Podcast Addict et qui a mis on sort, concernant Tech Café, on sort du domaine tech, mais les conversations sont excellentes et explorent des sujets qui me parlent de manière nouvelle, de très très bons épisodes. Merci Striker Fox d'avoir laissé cet avis. Je pense qu'il faisait référence à des sujets qu'on a été amené à aborder, notamment de génération d'alimentation artificielle, de viande artificielle. Ça doit faire partie des sujets qu'il évoque. Je vous invite aussi à commenter sur techcafé.fr et à nous rejoindre sur le serveur Discord de TechCafé, techcafé.fr/Discord. On ne parle pas que de tech, donc voilà, soyez rassurés. On ne vous assommera pas avec les infos qu'on aborde déjà dans le podcast, même si on sera ravis de continuer à les aborder avec vous. Sans autre forme de procès, je vous propose qu'on parle de notre actu chaude du moment. Et puis, oui, Benjamin, on a un peu grillé nos cartouches, mais on va parler dans cet épisode de ce qui a été présenté par Apple. C'est assez rigolo parce que c'est la première fois que j'ai un sentiment aussi marqué et quelque part aussi étoffé avec les annonces d'un rythme d'innovation largement ralenti. Alors on va en parler parce que tu partageras peut-être pas forcément cette impression, mais pour le dire en quelques mots, on a déjà des produits qui ont été mis à jour, mais quelque part c'est des mises à jour presque uniquement logiciel. Je pense notamment à l'Apple Watch Ultra 2 qui est juste présente avec une nouvelle couleur, mais sinon tout l'intérieur, toute la forme, le design reste le même et va évidemment profiter de la nouvelle version de WatchOS, mais en l'occurrence l'Apple Watch Ultra 2 ne change pas et donc voilà, elle est toujours au catalogue mais désormais avec un coloris en plus, c'est assez inédit je crois. On a aussi les AirPods Pro 2 qui sont les AirPods intra-auriculaires qui offrent des fonctionnalités supplémentaires aux AirPods classiques. Qui existait déjà. Et là aussi, il y a des mises à jour logicielles, mais a priori, pas de nouvelles versions matérielles. Non. Et en fait, ça déjà, je trouve que c'est des marqueurs, Benjamin, qui sont assez importants. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu une présentation de septembre où il n'y ait pas eu au moins un chiffre en plus dans un produit qui était présenté pour justifier le fait qu'il y avait une itération. Est-ce que je me trompe ? Écoute, alors c'est déjà arrivé et je trouve que ta perception sous-estime l'importance des mises à jour logicielles et notamment pour les AirPods Pro 2 puisque cette mise à jour logicielle elle va ajouter 3 fonctions liées à l'audition et à un niveau quasi médical, un test auditif qu'on pourra tous faire avec notre iPhone et nos AirPods Pro 2. Une fonction de réduction active des bruits ambiants, typiquement dans un environnement comme un concert, etc. On pourra mettre ses AirPods Pro 2 dans ses oreilles et quelque part protéger ses oreilles de l'excès de décibels. Et puis la fonction majeure, c'est transformer ces écouteurs sans fil en véritable aide auditive au sens de ce qu'on achète chez Audica. C'est clairement comme ça que l'a présenté Apple en début de semaine. Ça, c'est quand même une petite révolution parce que d'abord, des prothèses auditives, enfin des aides auditives, ça coûte très cher. Là, on va dire que c'est pour le même prix avec de simples, entre guillemets, AirPods. Ça concerne beaucoup de monde. Je crois qu'on était sur des chiffres autour de 1,5 milliard de personnes à travers le monde. Et puis, quelque part, ça ancre Apple dans cette vocation, cette mission presque urbi et orbi d'avoir un sens, de pas seulement
accumuler les centaines de milliards de dollars, mais donner un sens à la tech, y compris quelque part en utilisant des produits qui existent déjà. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. On va peut-être en reparler avec l'Apple Watch, parce qu'il y a une autre nouveauté majeure. Évidemment, on va continuer à dérouler les quelques news comme ça, vous voyez, de manière un peu phare. On n'a pas une vocation là dans Tech Café à être de toute façon et exhaustif, mais je trouve c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Il y a quand même un truc, je voudrais pas qu'on interprète mal la manière dont je restitue ces annonces de mise à jour, parce que typiquement l'an dernier, moi, je faisais partie des voix qui critiquaient presque le fait qu'il y ait une Ultra 2 qui sorte, qui, on va pas se mentir, était pas très très différente de l'Ultra première du nom. Et quelque part, je trouvais qu'il y avait une forme d'injonction contradictoire de la part d'Apple, qui était de dire, on a une mission en regard de l'écologie, on a des engagements, on se fait fort de respecter la surveillance de Dame Nature et de pas aller au-delà, et de ne pas exagérer sur l'innovation gratuite quelque part qui pousserait à de la consommation qui ne serait pas souhaitable et pas désirable. Et je m'étais presque dit, finalement, le grand coup de com' d'Apple, ce serait d'arriver à dire, regardez, on est tellement soucieux d'une part de la consommation numérique, de la production, de la génération de carbone, et d'une autre part de la qualité des produits qu'on vous met à dispo, que désormais, on n'a même plus besoin forcément de faire des itérations chaque année. Alors évidemment, c'est problématique, ne serait-ce que pour des personnes auxquelles je peux penser, des actionnaires par exemple. Je pense qu'ils aiment bien avoir des nouveautés chaque année. Et là, quelque part, je trouve ça juste malin qu'ils arrivent à dire, non mais l'Apple Watch Ultra 2, elle est géniale. C'est le top, c'est la meilleure Apple Watch qui existe, c'est peut-être une des meilleures montres connectées, diront beaucoup de personnes, et on vous la propose juste cette année dans un nouveau coloris. Et en vrai, je trouve ça plutôt honorable et plutôt chouette, et quelque part peut-être même osé quand je pense au regard des actionnaires et des investisseurs. Mais bon. C'est un point, en tout cas, à souligner, d'avoir ces mises à jour qui sont quelque part timide, mais pas dans le sens négatif du terme. Et par contre, effectivement, il y a aussi des innovations, donc on peut en toucher quelques mots, effectivement. L'Apple Watch Series 10, en l'occurrence. Alors, je vais peut-être d'ailleurs évacuer très vite les AirPods Max, parce que quelque part, c'est juste des AirPods Max, mais qui sont désormais compatibles USB-C. Quel scandale de nous avoir fait attendre aussi longtemps pour sortir les mêmes, juste avec un connecteur USB-C à la place du Lightning. Apple sur son site met en avant les nouveaux coloris, c'est dire s'il n'y a rien de nouveau. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas une petite baisse de prix sur ce casque qui est tellement cher au prix catalogue Apple, où on trouve à prix sacrifié sur un site qui commence par A et qui termine par N depuis des mois. Bref, ça n'a aucun sens. Et là, sur le coup, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le pire d'Apple, typiquement sur les AirPods Max. On va quand même rappeler qu'Apple s'est érigé en champion du lossless audio pour les audiophiles, etc. Oui, mais bon, les AirPods Max, ils sont toujours pas compatibles, quoi. Donc même cette génération, entre guillemets, on va dire, l'appeler 1,5, qui a été annoncé lundi en USB-C. Donc là, pour moi, c'est vraiment Apple tel que je l'aime pas, c'est-à-dire Apple qui fait du surplace et qui donne le sentiment de sortir une nouveauté, mais en fait il y a absolument rien de nouveau, même si évidemment le passage à l'USB-C était indispensable, et il aurait dû avoir lieu d'ailleurs bien plus tôt. Bien sûr. Sur l'Ultra 3, juste parce que c'était intéressant, oui. Le point que tu évoquais, qui n'existe pas du coup. Ah oui, qu'on attendait. Dont la probabilité était quand même assez élevée, mais en fait qui n'est pas là, et je pense qu'il n'y en aura pas avant l'année prochaine, du coup, dans le meilleur des cas. Là, pour le coup, c'est Apple qui évite justement de sortir un nouveau modèle s'il n'y a rien de plus à proposer. Et ça, justement, ça évite de pousser à la consommation, et ça, je trouve ça plutôt intéressant. En fait, en termes de processeurs, on retrouve dans la série 10 à 3 cheveux près, 3 détails près, le même processeur avec la même puissance que dans l'Ultra 2. Tout à fait. Donc Apple s'est dit, on va passer notre tour cette année. Ils sortent un modèle noir histoire de dire qu'il y a une sorte d'Ultra 2 un peu ultime. Voilà, pour ceux qui veulent se différencier.
visuellement au poignet, et puis la suite attendra l'année prochaine. Et c'est tout à l'honneur, enfin là pour le coup c'est tout à leur honneur, je pense. Oui, bah oui. On va effectivement toucher un mot quand même de la Series 10 parce que malgré tout, donc c'est l'Apple Watch phare, puisque la Ultra étant évidemment avec une proposition de valeur peut-être plus exclusive. En tout cas, la 10, c'est la version standard un peu de l'Apple Watch de chaque année, hein, mais qui se voit quand même largement agrandie. Donc, exit les formats habituels qu'on avait chaque année. Et désormais, il y a 2 nouvelles tailles qui se rapproche de la taille d'écran de l'Apple Watch Ultra. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle version, il y a quand même la réelle conviction de la part d'Apple, mais aussi quelque part du marché, qui est de dire Apple a réussi à imposer le fait d'avoir des formats d'écran relativement grands pour des montres connectées, avec quand même quelque chose d'assez chouette, c'est qu'il a gagné en finesse. Alors, tout est relatif, hein. Je crois qu'on parle d'1 millimètre. Donc, évidemment, à l'échelle de l'épaisseur de la montre, c'est important parce qu'elle est déjà pas très, très épaisse, hein. C'est une montre à la base. Mais quand même, elle a une cure d'amaigrissement quand même. 1 millimètre sur à peine plus d'1 centimètre, Ben oui, c'est 10%. C'est vrai. C'est énorme quand tu as si peu d'espace déjà. Et surtout quand elle est agrandie au niveau de sa surface, ça donne un effet encore plus, je pense, prégnant de finesse, quoi, de nouveau design. Ouais, je trouve qu'il y a un écart souvent entre la perception qu'on a. On se dit, c'est pas grand-chose, ils ne se sont pas foulés. En fait, c'est énorme de gagner 1 millimètre d'épaisseur sur une montre dans laquelle il y a tellement de technologie. En un an, en une génération, c'est fou. Ouais, c'est sûr, surtout qu'évidemment, vous l'avez compris, hein, il y a la même autonomie. Alors, les mauvaises langues diront la même mauvaise autonomie que les Apple Watch classiques. Mais évidemment, c'est là l'évolution sur le long terme de ce type de produit qui va se faire, avec, on peut l'imaginer, à long terme, des écrans peut-être un peu plus grands encore, un peu plus fins. Donc ça, c'est une étape en plus qui est franchie. Mais tu sais, les écrans, Guillaume, c'est une tendance dans toute l'industrie. Tous les appareils qui sont dotés d'écrans, de génération en génération, deviennent de plus en plus grands, hein. On va peut-être parler des iPhones après, mais l'iPhone 16 Pro Max, il fait il fait quasiment 7 pouces, hein, donc il fait quasiment la taille des tablettes comme la Nexus il y a quelques années. C'est vrai, on parlait de la Nexus 7. Or, c'est un smartphone, c'est pas une tablette. C'est sûr. Et la Galaxy, le lapsus, la Galaxy. C'est de bonne guerre. M'avez compris. Chez Samsung aussi, les écrans ont tendance à être de plus en plus grands. Non, mais la série 10, l'écran de la série 10, la grande taille, en fait, l'écran est légèrement plus grand désormais que l'écran de l'Ultra 2. Ouais, effectivement, un petit peu plus grand, effectivement. Donc les deux se tirent la bourre, là, quand même. C'est bien, il y en a pour tous les goûts, donc ça veut dire que ça convainc, et je suis sûr qu'ils vont en vendre des pelletées entières. Et donc pour revenir au fait que l'Apple Watch Ultra 2 n'a pas d'itération technologique cette année, elle est d'ailleurs compatible avec une fonctionnalité qui arrive aussi sur l'Apple Watch Series 10, qui est la détection d'apnée du sommeil. Alors c'est très logique quand on connaît Apple. Et quand on parlait de ses missions, tu l'évoquais tout à l'heure, notamment en matière de santé, sur un sujet qui effectivement est vraisemblablement un sujet de santé qui est répandu et qui mérite plus de détection. Donc là, on voit qu'il y a une vraie proposition de la part d'Apple. Il reste quand même ce sujet qui reste un peu obscur, qui est de la validation d'un dispositif médical. Et là, on sent qu'Apple, ils ont encore besoin de bosser sur la temporalité. Je ne sais pas, j'ai toujours pas compris, si tu veux, si cette fonction, elle était dispo, pas dispo, si elle allait arriver bientôt. On attend un coup de tampon. Qu'est-ce qui se passe, Benjamin, là-dessus ? Alors, en fait, ils sont en phase finale de validation auprès de la FDA, donc l'autorité de santé américaine. Bon, ils sortiront pas la mise à jour tant qu'ils n'auront pas l'aval de la FDA. Maintenant, ils ont annoncé clairement que la détection de l'apnée du sommeil arrivait sur les Apple Watch Série 10, Ultra 2 et aussi Série 9, donc les Apple Watch de l'an dernier, le mois prochain. Donc le timing, il est précis. Et généralement, quand Apple s'engage de cette manière-là, c'est du solide, hein, donc on va dire que c'est imminent. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir sur le fait que cette fonction, elle n'est pas prête là aujourd'hui, elle ne sera pas
activés dans les Apple Watch qui seront dispo à partir du 20 septembre, donc à la fin de la semaine prochaine. Mais courant octobre, on pourra détecter l'apnée du sommeil avec sa montre, y compris en France, puisque ce sera dispo dans plus de 150 pays et territoires. Bien joué Apple. Et alors c'est assez marrant parce que il y a de ça quelques années, je crois je sais plus laquelle, peut-être que tu vas pouvoir m'aider, mais il y avait une Apple Watch qui était arrivée avec la détection de l'oxygénation dans le sang. Ouais. Et je restais assez dubitatif. Bon, je suis pas du tout médecin ni biologiste, hein, mais sur l'apport et la vraie vertu de cette fonctionnalité. Et j'avais un médecin qui m'avait contacté et qui m'avait dit non mais typiquement, c'est une fondation hyper importante pour quelque chose que pourrait proposer Apple à l'avenir, qui est la détection de l'apnée du sommeil. Bon, il avait vu juste, et là, je lui rends hommage. Alors, il avait vu pleinement juste, ouais. Alors, le sujet est un petit peu plus complexe que ça, parce que, apparemment, et ça demande évidemment à ce que je puisse vérifier ce que je vais te dire, ce que je n'ai pas encore pu faire, vu que je n'ai pas pu encore rencontrer les gens d'Apple. Mais comme tu le sais, Apple s'est heurté à une série de brevets déposés par une entreprise qui s'appelle Masimo, une entreprise américaine, justement sur ces capteurs autour de l'oxymétrie. La justice américaine a donné raison à Masimo, c'était au printemps, hein, et donc Apple a dû désactiver cette mesure sur les Apple Watch aux États-Unis. L'Apple Watch a même été retirée de la vente. Ouais, elle était interdite de la vente. Ouais. À ma connaissance, quelques semaines. Elle est revenue dans les rayons avec cette fonction désactivée. C'est pas le cas en Europe, c'est pas le cas dans le reste du monde, mais aux États-Unis, c'est encore le cas. Et donc, pour cette détection de l'apnée du sommeil, d'ailleurs Apple l'a dit, le capteur en question n'est pas sollicité puisqu'il n'est pas actif aux États-Unis. C'est l'accéléromètre en fait qui a pris le relais, sur lequel Apple s'est rabattu. Alors ne me demande pas comment, j'ai pas les détails techniques, mais c'est ce que Sumbul Desai, la VP d'Apple chargée de la santé, a expliqué pendant la keynote. C'est l'accéléromètre qui va mesurer les perturbations respiratoires sur une période de 30 jours. Et au-delà de ces 30 jours, en faisant évidemment tourner beaucoup de machine learning la nuit pendant qu'on dort, eh bien, l'Apple Watch va vous fournir un résultat compréhensible par tous, avec aussi des données qui pourront être transmises à son médecin généraliste ou ORL et qui pourront servir de base à un véritable examen médical pour confirmer les données de la montre. C'est toujours ça l'idée en fait, c'est que Apple ne cherche pas à remplacer les médecins, mais elle veut proposer un outil qui peut alerter sur des maladies ou des soucis de santé dont on n'a pas conscience. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe déjà avec l'ECG, donc l'électrocardiogramme, et les différentes mesures que peut faire l'Apple Watch. C'est ce qui arrive. Alors, j'ai dit octobre, en fait, c'est dès le mois de septembre. Hein, c'est ce qu'a dit Apple pendant la conf. Dès septembre, donc on est le 11 mi-septembre, donc c'est imminent. Et c'est ce qui devrait arriver, c'est la prochaine étape clé, ce serait le Graal pour Apple, ce serait de pouvoir réaliser une mesure de glycémie avec l'Apple Watch. Voilà, ça ce sera, une fois qu'Apple aura la glycémie, on va dire que l'Apple Watch sera vraiment le compagnon de santé, la killer watch, quoi. La référence absolue. Bah oui. 80% des apnées du sommeil qui ne seraient pas diagnostiquées d'après Apple. Je suis tout à fait disposé à les croire là-dessus. Et j'imagine effectivement que ça crée pas mal de désagréments. C'est des témoignages médicaux dont on a de plus en plus l'écho. Mais tu sais, l'apnée du sommeil, c'est quoi ? C'est quand on dort, en fait, c'est l'organisme qui oublie de respirer. Donc c'est le cerveau qui n'est pas alimenté en oxygène pendant parfois 30 secondes, 1 minute, parfois plus. On s'en rend pas compte, mais on peut arrêter de respirer parfois pendant plus d'1 minute quand on dort. Et donc, ça débouche sur des AVC, de l'hypertension, des problèmes cardiaques. C'est super grave. Voilà. Et comme on dort, on s'en rend pas compte. Voilà. Moi, je vais tout te dire, dans 15 jours, je fais un vrai test d'apnée du sommeil en passant par mon ORL. Je ferai en parallèle le test avec l'Apple Watch. Excellent. Pour voir si les résultats
coïncident. Tu nous feras part de tes témoignages. Mais oui, avec plaisir. Ou alors, il faudra écouter iWeek et puis on aura Mais oui, ça les c'est sûr. Voilà. On va continuer quand même parce qu'évidemment, bah oui, le fer de lance de ces annonces de septembre, c'est les nouveaux iPhones. Et oui, alors on a un nouvel iPhone, c'est pas comme l'Apple Watch Ultra, il y en a bel et bien un nouveau qui a du nouveau sur le plan matériel. Voilà, il y a un nouveau processeur, c'est le A18 désormais. Il a voilà, plus d'autonomie, plus de puissance. On va pas refaire la messe habituelle. Je pense quand même qu'il faut qu'on s'attarde sur deux choses. Une chose qui me paraît accessoire et une chose qui me paraît être une grande promesse, mais assertie d'un mais. Donc Je te vois venir. Oui, forcément. La nouveauté qui me semble accessoire, mais quand même cool, je dis pas que ça sert à rien, mais c'est le petit bouton en plus, alors qui est un peu paradoxal, parce qu'Apple nous avait habitués plutôt dans ses discours et dans sa vision de l'innovation à simplifier les appareils en réduisant les boutons, en réduisant les sources d'interaction physique pour concentrer les choses autour d'un écran. Et force était de constater que ça avait plutôt bien marché. On se rappelle de la disparition du bouton d'accueil qui existe encore aujourd'hui sur plein d'iPhones qui sont encore en utilisé. Voilà, le bouton rond. Mais malgré tout, avec le temps, on sent qu'il y a aussi des réflexions. Il y avait le bouton d'action avec les iPhones sur les générations précédentes. Et là, il y a, en plus de ce bouton d'action, un bouton dédié à la captation d'images. Donc vraiment, je vous le résume en quelques mots, et puis sans doute que tu vas pouvoir le dire plus précisément que moi, Benjamin, mais c'est un bouton qui va vous permettre de déclencher une prise de vue, y compris une prise de vue qui va pouvoir être qualifiée avec une interaction sur la base d'intelligence artificielle. Et ça va me permettre de faire le pont avec la suite. Et c'est aussi un bouton qui a une capacité résistive et qui va vous permettre aussi de faire, par exemple, défiler des options. Donc, quand vous allez prendre votre iPhone 16 en main et que vous allez mettre l'index sur ce petit bouton, vous allez pouvoir, dans la foulée, déclencher la prise de vue, changer les objectifs, éventuellement changer des filtres, etc. Donc, il y a vraiment des interactions autour de la prise de vue qui vont être disponibles et qui vont être ouvertes. Ça, c'est cool aussi pour les apps tierces. Il y avait eu la démonstration avec Snapchat, par exemple, avec Snap. Et évidemment, je vous ai glissé le mot, c'est Apple Intelligence. Alors, c'est compliqué, Apple Intelligence, parce que Apple nous avait clarifié le sujet avec la conférence de juin destinée aux développeurs, la WWDC. On l'avait relayé. On avait longuement parlé et à plusieurs reprises de la proposition de valeur d'Apple et même la proposition technique qui allait derrière l'Apple Intelligence, que ce soit sur l'appareil, que ce soit avec les serveurs privés dont ils ont brièvement reparlé là dans cette annonce, et avec les ponts qu'il y a avec notamment OpenAI et ChatGPT. Et quelque part, moi, je dois dire que je suis resté plus que jamais sur ma faim avec cet iPhone 16. Je sais bien que chaque année, un iPhone comparé à l'année d'avant n'a pas fondamentalement de vraie motivation à faire un changement d'une génération sur l'autre, qu'on a de plus en plus intérêt à garder un iPhone plusieurs années et que c'est sur le long terme qu'on voit les changements. Mais là, même y compris sur le plan de l'Apple Intelligence, je suis resté un peu sec, je dois dire, Benjamin, et j'ai pas été complètement bluffé par les annonces proposées par Apple Intelligence sur l'iPhone 16. On va pouvoir résumer, réécrire des textes, créer des emojis sympas et prendre en photo le magasin, le restaurant pour savoir quel est le menu. Je suis pas le seul, je crois, effectivement, à avoir eu cette impression et j'ai vu beaucoup de retours de ce type-là, notamment sur les réseaux sociaux. C'est quoi ta vision, Benjamin, de cette innovation, de cette itération de la gamme de l'iPhone, de cet iPhone 16 ? Est-ce que c'est facile d'être critique ? Et est-ce qu'il faut aller voir un petit peu plus loin ? Et surtout, quelle est la place d'Apple Intelligence qu'on comprend toujours, j'ai l'impression, un peu mal dans l'écosystème Apple ? Ouais, alors, dis donc ta question. Elle est rallonge, on a encore un peu de temps si on veut être dans un format d'une heure, mais bon. Franchement, elle est costaud. D'abord, alors, pour parler de l'iPhone, moi, je vais être très clair. Pour moi, l'iPhone 16 intelligent, c'est que pour les US. Parce que Apple Intelligence, dans le reste du monde et notamment en France, Apple l'a dit, ce sera l'année prochaine. Pour moi, le premier iPhone qui sera livré vraiment en France avec Apple Intelligence, ce sera l'iPhone 17, et donc dans un an. Dans le meilleur des cas. Voilà, donc c'était toute la difficulté pour Apple avec cette keynote de présenter son nouvel iPhone 16 de pair avec Apple Intelligence. Je fais une parenthèse pour illustrer ce que tu dis, c'est qu'y compris sur les pages France, évidemment, et européennes d'Apple concernant l'iPhone 16, donc sur apple.com/fr par exemple, il n'y a pas de mention d'Apple Intelligence, par exemple.
Ah, c'est Non, bah non, parce représentatif, hein. que c'est pas dispo encore. Donc tu les connais, ils sont voilà, ils sont prudents dans ce genre de cas et en même temps ils étaient à la bourre déjà au mois de juin quand ils ont annoncé Apple Intelligence. Ils étaient évidemment attendus au tournant là. Et, bon, ils se sont livrés à une sorte d'exercice de funambule là. Ouais, c'est vrai. Parce que Apple Intelligence, alors déjà aux US, ce sera dispo en bêta que le mois prochain. Les premières fonctions seront officiellement disponibles, pas toutes, mais un premier jeu à la fin de l'année, sans doute en décembre. Pour le reste du monde, enfin pas toutes les langues, mais notamment le français, ce sera l'année prochaine et ils ont donné aucune précision sur le moment. Donc pour moi, l'iPhone 16, si on l'achète en France à partir de la semaine prochaine, oui, il est IA ready, Ouais, c'est vrai. mais il est certainement pas IA Mm. embarqué. Mm. Voilà. À quelques réserves près, puisqu'il y a quand même déjà des fonctions dans iOS 17 et bientôt 18 qui tirent profit du Il y en Neural a Engine, même etc. énormément, et Oui, d'ailleurs, il y elles en sont a pas déjà. forcément visibles parce que c'est pas du génératif qui nous saute aux yeux comme un Voilà. ChatGPT, mais il y en a. Mais c'est pas les fonctions d'Apple Intelligence qui ont été présentées au mois de juin. Donc ça veut dire que si on achète un iPhone 16, il pourra totalement exploiter Apple Intelligence quand l'IA d'Apple sera disponible en France, mais c'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, si vous êtes en train de vous demander tiens, je vais changer d'iPhone, est-ce que je prends pas un iPhone 15 un peu moins cher, etc. Moi, je vous déconseille de prendre un iPhone 15 ou plus vieux parce que on sait que les caractéristiques de ces iPhones ne permettent pas, et notamment la quantité de RAM embarquée, c'est-à-dire 6 Go, je crois dans le meilleur des cas, Mhm. ne permettra pas de faire tourner Apple Intelligence. Ce sera minimum avec les modèles Pro et Pro Max de l'an dernier, et surtout les modèles 16 qui viennent d'être annoncés, et l'iPhone 17 dans un an. Donc voilà, même dans une logique de rééquipement et de revente d'ici 2-3 ans par exemple, faites attention, les iPhone 15 et 15 Plus et plus vieux, ils vont vraiment décoter énormément à cause d'Apple Intelligence quand ce sera dispo. Selon toi, c'est quoi? C'est un signe de panique de la part d'Apple? Est-ce que c'est au contraire une extrême prudence comme tu l'évoques? Ou est-ce que il y a derrière la volonté d'utiliser l'iPhone 16 comme un outil de lobbying massif auprès de l'Union européenne notamment pour faire pression et montrer, regardez le dernier iPhone, la fonctionnalité phare, vous n'y avez même pas droit en Europe parce que vous nous embêtez, vous nous faites peur, on a besoin d'être rassuré. Il y a un mélange de tout ça? Alors, il a pas du tout été question de ces sujets-là pendant la keynote, hein. On a parlé que produits et technologies, pas du tout régulation, Bien sûr. distinction. D'ailleurs, en Chine, il y a une grosse partie d'Apple Intelligence qui sera pas disponible également, pour d'autres raisons évidemment, mais j'ai pas eu le sentiment, en tout cas publiquement, qu'Apple Bah, ils n'allaient pas le dire, mais est-ce que tu prenait penses un peu l'iPhone en qu'implicitement c'est le cas? otage. Non? Honnêtement, j'ai pas l'impression. Ok. J'ai pas l'impression. Extrême prudence. Voilà, extrême prudence. Ça tombe bien, parce que de toute façon, on va dire que les produits sont pas prêts. Je ne doute pas que, parallèlement au développement purement technique, Apple va faire en sorte de s'assurer que ces nouveaux services seront en conformité avec les nouvelles réglementations européennes pour pas risquer de se retrouver avec une Apple Intelligence qui serait bloquée réglementairement en Europe. Je pense pas que ça va poser de problème. J'espère pas, parce que ce serait justement, c'est ce qu'on craint, hein, avec aussi ce serait le revers de la médaille de ces nouveaux textes européens, c'est de quelque part de nous priver de ce que le reste du monde pourra peut-être utiliser librement. Ça, ce serait problématique. C'est le jouet que tous les technophiles que nous sommes attendons de Oui. pied ferme, pardon, donc forcément. On va conclure du coup cette conférence parce qu'il faut quand même mentionner les iPhone 16 Pro
Eh ben, qui sont, j'allais dire quelque part dans la continuité de l'iPhone 16, hein. Donc, bah, ils sont forcément pro avec tout ce qu'on peut imaginer de pro comme étaient les précédents iPhone Pro, mais au point que et on est bien placé, je pense, toi et moi, pour le voir et au quotidien même dans notre environnement professionnel. Ces appareils, de plus en plus, servent à faire de la saisie, professionnelle dans un environnement de travail autour de la communication, comme l'auraient fait des réflexes auparavant ou des Mmh. caméras. Donc, il y a une vraie continuité là-dedans et je pense qu'Apple, continue à enfoncer le clou à ce sujet. Donc une itération, Ouais. en tout cas avec l'iPhone 16 Pro qui continue à convaincre là-dessus, je pense. Avec les formats 6,3 et 6,9 pouces pour le plus grand. Une bordure qui est effectivement un peu plus fine. Donc là aussi, hein, on est dans les mêmes rapports de taille, enfin pas dans les mêmes proportions, mais que les écrans sur la Series 10 de l'Apple Watch. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une évolution aussi là-dessus. La puce A18 Pro qui est mise à disposition. On va pouvoir capter en 4K 120 images par seconde et ça, les vidéastes savent à quel point ça va être un terrain de jeu assez extraordinaire. Et puis, il y a Pour aussi faire des ralentis, ouais. pour faire des ralentis, effectivement. Et puis, vous savez, hein, plus on capte d'images et plus on les capte dans une grande résolution, plus on peut les retravailler derrière pour des formats un peu plus classiques. Donc, je pense que c'est que du bonheur. Et puis, aussi la captation du son. Alors, c'est vrai que les smartphones aujourd'hui sont des machines plutôt compétitives pour capter de la vidéo, évidemment de la photo. Par contre, sur le son, ça reste toujours des sujets un peu discutables. Et très souvent, justement, les professionnels qui utilisent les iPhones pour de la captation de vidéo savent qu'il est important d'avoir des renforts avec des micro-cravates ou des micro-Rhodes sans fil. Enfin, il existe plein de micros d'ailleurs, mais qui permettent de capter la voix de manière satisfaisante. Il y a une proposition de la part d'Apple sur l'iPhone 16 Pro, notamment d'amélioration de la captation du son et surtout, là aussi, d'injection d'intelligence artificielle pour arriver à mieux restituer ce que l'on souhaite, soit par exemple isoler la voix des personnes qu'on a dans le cadre, ou uniquement les voix des personnes qui sont captées, qu'elles soient dans le cadre ou Mmh. pas en vidéo, ou un rehaussement hyper équilibré des sons comme on peut l'avoir dans l'environnement cinéma. Est-ce que pour toi, l'iPhone 16 Pro, lui, pour le coup, peut justifier le fait que des professionnels passent du 15 Pro au 16 Pro si c'est leur outil de captation au quotidien? Alors, je dirais, si vous avez un 15 Pro, je vois pas l'intérêt de passer au 16 Pro. En revanche, si vous avez une génération plus vieille, ça commence à avoir du sens. Moi, ce qui me marque beaucoup cette année, et c'est une différence majeure avec l'année dernière notamment, c'est qu'il y a finalement beaucoup moins de différence entre les deux modèles, entre guillemets, grand public et les deux modèles pro. Le processeur, donc c'est l'A18 et l'A18 Pro, dans un cas et dans l'autre. En fait, c'est le même processeur qui est juste légèrement bridé Mmh. sur les modèles grand public, alors que l'année dernière, on avait le nouveau processeur sur les modèles Pro et le processeur de l'année d'avant Ouais, sur les modèles grand public. Donc génération d'écart, ouais. ça, par exemple, c'est un changement hyper important. Tu parlais de la prise de vue et j'ai envie de dire un mot des photos et des vidéos spatialisées Mmh. dont on va pouvoir profiter sur le Vision Pro et sur les futurs casques de réalité mixte moins chers d'Apple quand ils sortiront. On peut désormais tourner des vidéos et prendre des photos spatialisées, pas seulement sur les modèles Pro, mais aussi sur les modèles 16 et 16 Plus. Ça veut dire que ça va devenir un mode de prise de vue qui va se démocratiser, qui va devenir grand public. Alors pour l'instant, les gens ne pourront pas vraiment en profiter, puisque le Vision Pro est encore beaucoup trop cher et réservé vraiment à des happy few geeks et développeurs. Mais ça veut dire quand même que la technologie, les technologies de pointe qui jusqu'à maintenant étaient réservées au modèle Pro, voire uniquement au Pro Max, aujourd'hui sont accessibles sur tous les modèles de la gamme. Et ça, c'est quand même une évolution assez marquante, je trouve, qui fait que dans la gamme 16, finalement, l'iPhone 16, c'est un super téléphone qui fait plein d'autres choses, mais c'est plus le smartphone de celui qui n'a pas les moyens de prendre un Pro. Mmh. Mmh. Tu vois, Mmh. c'est pas déconnant Mmh. de prendre un iPhone 16 en voulant faire quasiment tout ce que fait Mmh. l'iPhone 16 Pro ou le Pro Max. C'était beaucoup moins le cas avant. Mmh. Et ça, c'est bien. Ouais, c'est vrai que ça démocratise encore plus, l'accessibilité de la captation de haute qualité et puis de la production individuelle qui est, sans cesse, améliorée.
Je voudrais presque conclure, puis je te laisserai le mot de la fin sur cette keynote, Benjamin, mais j'ai vu un relais assez acerbe, j'ai eu l'impression, de Yann Bogos, qui est journaliste d'E Atlantic, qui a couvert évidemment les annonces de la keynote, et qui rappelle malheureusement une critique qu'on a entendue assez fréquemment, mais que je sais pas pourquoi cette keynote m'a semblé être encore plus justifiée pour l'illustrer. Il souligne à quel point désormais on n'est plus du tout dans un discours de la part d'Apple de produits derrière lesquels la technologie s'efface pour bien nous montrer la manière dont l'utilisateur peut en profiter et peut l'apercevoir. Très vite, il rentre dans des détails de construction justement des processeurs. Alors bon, il y a besoin quand même d'en parler, hein, et puis évidemment, dans Tech Café, on le fait assez régulièrement, donc on va pas leur jeter la pierre, mais de la part d'Apple, c'est un peu curieux, et ne serait-ce que par exemple la manière dont est présentée la nouvelle Apple Watch avec les angles de vision, l'écran Always On, hein, qui est allumé tout le temps désormais depuis plusieurs générations, qui s'adapte avec le rythme de diffusion de chaque temps. Bah, les choses sont un peu complexes. Et effectivement, il met en lumière le fait que, voilà, et c'est un peu facile de faire cette rengaine, mais qu'un Steve Jobs aurait simplement dit l'Apple Watch, elle est géniale, mais nos montres n'ont pas encore le comportement des montres qu'on a l'habitude de connaître. Alors on a corrigé ça et voilà, ça se manifeste de telle manière. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment. Moi, c'est vrai que ça m'a peut-être marqué, peut-être parce qu'il y a eu encore moins d'éléments marquants comme innovation dans cette keynote que les autres, à mes yeux. Hein. Ouais. Alors, tu sais, je crois que c'est l'un des travers de la forme que prennent les keynotes depuis le Covid. Ouais, en vidéo. Souviens-toi, avant, on avait un Tim Cook ou un Steve Jobs, il y a encore plus longtemps, sur scène, face à un public, en direct, qui faisait des démos avec le risque que ça plante. Ouais, ça plantait parfois. C'était une ambiance qui n'avait plus rien à voir. Là, aujourd'hui, on lance un film, c'est quasiment du cinéma. C'est léché, monté, post-produit. Il y a évidemment pas une reprise, pas un problème. Tout est aseptisé. Et aussi, on peut se permettre de dire sans doute des choses plus techniques parce qu'on va pouvoir les illustrer. Parce que, voilà, avant, on prenait pas le risque de perdre les gens parce que finalement, on se retrouvait toujours avec un bonhomme ou une femme sur scène qui essayait de faire passer des messages qui devaient être quand même relativement simples, sans être simplistes. Là maintenant, ils peuvent se permettre de nous parler de détails qui parfois sont passionnants. Mais moi, je t'avoue qu'au bout d'1h20, je crois, et on s'est dit ça avec la team d'iWeek pendant qu'on faisait le live lundi soir, c'est pas qu'on s'est ennuyé, mais on a trouvé le temps un petit peu long. Bah ouais. On a senti une longueur qu'on n'avait pas du tout l'habitude de vivre à l'époque où les keynotes étaient en direct. Bon, c'est comme ça a changé, hein, on a changé d'époque. Moi, je regrette vraiment cette époque où il pouvait toujours se passer quelque chose, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça. C'est comme ça, et du coup, il profite à fond du format. Voilà. Belle remarque. Je ne sais pas d'ailleurs si ça te sert de conclusion là-dessus ou si tu voulais rajouter quelque chose à un point sur lequel on ne se serait pas attardé. Écoute, je pense qu'on rentre dans une année qui va être folle. D'abord, on va avoir sans doute une fin d'année assez chargée parce qu'il y a beaucoup de produits dans le pipeline, dans les tuyaux. On a des Mac, on a des iPads, on a sans doute un nouvel Apple TV qui va pointer le bout de son nez, peut-être un HomePod avec un écran. Le Vision Pro, ce sera sans doute pas avant juin de l'année prochaine, mais ça va finalement arriver assez vite. Apple Intelligence, ça va être le gros morceau à partir du mois de décembre, je dirais, en version finale, utilisable par le grand public, d'abord aux États-Unis en anglais, puis progressivement dans le reste du monde après. Voilà, c'est une année assez palpitante qui se présente, d'autant qu'Apple a vraiment, je trouve, a pris du retard, hein, et ils ont tout fait pour le cacher, notamment en annonçant Apple Intelligence au mois de juin. Mais voilà, ils ont sans doute mis leurs œufs dans le mauvais panier avec l'Apple Car, un projet qui a duré 10 ans et que Tim Cook n'a pas eu l'envie ou pas eu le courage de sacrifier plus tôt. Donc il y a beaucoup d'énergie sans doute qui a été perdue sur ce projet.
une partie de l'équipe dirigeante d'Apple n'a pas écouté ceux qui observaient l'arrivée de ChatGPT et qui les alertaient sur le fait qu'il fallait absolument s'y mettre tout de suite. Ils ont voulu prendre leur temps et s'y sont mis beaucoup plus tard que les autres, beaucoup plus tard que Google, que Meta, que Microsoft. Et voilà, là on les voit un peu, voilà, ils rament à contre-courant et puis ils ont beau avoir les moyens d'Apple, il faut quand même du temps. Hein. Donc il y a de gros enjeux, hein, je pense, dans les mois qui viennent autour de l'IA. Il faut pas qu'il se loupe, il faut qu'il délivre quelque chose qui sera quand même mieux que les autres. C'est pas toujours simple de faire mieux que les autres. Voilà, tu disais que tu avais été un peu déçu par les fonctions annoncées. J'espère qu'ils en ont gardé sous le coude pour le moment où ce sera vraiment disponible. On verra. Mais du coup, c'est passionnant et ça y est, c'est que le début de l'année là, donc on est chaud. On est au taquet à la rentrée. Écoute, merci pour tes éclairages et ton regard, Benjamin. On va continuer parce que tu vas nous en apporter aussi encore un regard et un éclairage. On va parler un petit peu sans transition de l'IFA parce que c'est un moment marquant de l'année et que c'est toujours intéressant de se poser un petit peu sur les propositions de valeurs qui sont faites. Moi, évidemment, je ne suis pas du tout allé à Berlin pour profiter de l'IFA. Toi, tu as pu le faire. Et donc, tu vas avoir sans doute des éléments un peu plus incarnés à nous partager de ton côté. Moi, j'ai relevé quelques impressions. Déjà, juste ce qui me faisait sourire, c'est qu'on a un smartphone, la TCL, qui lui aussi propose un bouton d'action comme l'iPhone 16 en plus, mais qui a une autre proposition de valeur. Et j'aime bien ces propositions-là. Je ne suis pas certain qu'énormément de personnes y soient sensibles, mais qui permet de transformer l'écran de ton smartphone en écran type écran e-paper. Donc, je sais pas, je pense qu'on n'est pas que dans un gadget, dans ces trucs-là, mais évidemment, je pense que c'est pas ça qui va convaincre massivement le grand public. Bon, un truc que j'ai vu pointer qui était plutôt cool. Le smartphone pliant Honor Magic V3 qui lui aussi illustre le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour des smartphones pliants. Et là aussi, Apple n'a pas intégré d'Apple Intelligence massivement partout dans le monde, là maintenant tout de suite dans toutes les langues. Et donc on sent qu'il y a un peu de retard au démarrage, mais c'est encore plus vrai pour les écrans pliants, même si on ne doute pas une seconde que ça arrivera, et on ne doutait pas une seconde que ce ne serait pas l'iPhone 16 qui serait pliant, évidemment. On a pas mal de choses aussi autour de la domotique, avec des évolutions dans lesquelles on ne va pas rentrer dans les détails dans ce podcast, parce que c'est pas très radiophonique, et que finalement, c'est pas nécessaire de rentrer dans les moindres détails, mais évidemment avec des performances dans notamment les aspirateurs robots, des trucs qui ont un peu envahi certains de nos domiciles et qui continuent à évoluer de manière plutôt sympa. Des choses qui sont plutôt gadgets autour des éclairages, des accessoires. Un truc sur lequel moi je voulais un petit peu m'attarder, je ne sais pas si tu l'as vu dans le salon et si tu as une réflexion à ce sujet-là, c'est une nouvelle norme d'alimentation des appareils, notamment destinée en l'occurrence aux produits ménagers de la cuisine, qui me semble être très représentatif de ce qui pourrait demain arriver à pas mal changer la donne dans nos intérieurs et au quotidien de manière hyper concrète. Donc, c'est une nouvelle norme d'alimentation qui s'appelle la norme QI, donc à ne pas confondre avec la norme Qi. Donc, Qi qui s'écrit QI et la norme Qi qui s'écrit KI. J'espère que vous suivez. Et l'ambition de cette norme, c'est grosso modo d'avoir un socle ou une espèce de surface dans votre intérieur et dans votre cuisine sur laquelle vous posez votre appareil électroménager. La démonstration est faite par exemple avec un blender, ou ça peut être un grille-pain, ou ce type d'accessoire que vous pouvez avoir dans la cuisine, une bouilloire par exemple. Et l'alimentation passe simplement sans branchement, sans câble, et vous avez vos appareils sur lesquels vous n'avez plus besoin de câble, vous les posez simplement à l'endroit où il y a cette station d'alimentation. Ça ne recharge pas de batterie, ça sert juste à alimenter l'appareil, avec évidemment les performances énergétiques qui sont nécessaires. Et en fait, je sais pas, je me suis là tout d'un coup vu plonger dans un futur qui me paraît encore lointain, assez hypothétique, mais moi je pèse, tu vois, je vis dans une Amiénoise à Amiens, donc on n'a pas énormément de surface, la cuisine est plutôt petite. On a lutté pour avoir le plus de prise possible, mais on se galère toujours entre la machine à café, la bouilloire et le grille-pain. Et là, je me dis, mais c'est le futur. J'attends ça avec impatience. Bon, je sais pas si tu as vu ça passer, et surtout si tu as un regard sur l'IFA qui est plus incarné. Oui, non, mais c'est quelque part, ça rejoint un peu l'idée du chargeur universel pour le smartphone et les appareils électroniques incarnés par l'USB-C. D'une certaine manière, toutes les charges par induction
À partir du moment où on utilise du Qi 2, MagSafe, etc., le même chargeur permet de charger plein d'appareils différents. Finalement, c'est une autre itération de cette idée qui est, voilà, on a un socle et on a envie que tous nos appareils soient capables de se poser sur ce socle pour être alimentés. Voilà. Ça semble logique et évident. L'enjeu, c'est de mettre tous les industriels d'accord sur une même norme. Et justement, c'est l'une des particularités de l'IFA, c'est que, contrairement notamment au CES à Las Vegas, l'IFA, c'est un salon où on voit vraiment toute l'électronique, depuis, on va dire, les smartphones et les télés, jusqu'au grille-pain. Ouais, j'adore. Alors que je te promets qu'au CES, il n'y a pas un grille-pain dans les allées, il n'y a pas l'électroménager. Il n'y a pas les lave-vaisselle, il n'y a pas les brosses à dents électriques, il n'y a pas tout ça. Donc, typiquement, ton chargeur Qi, c'est le truc qu'on ne voit pas au CES. Ou alors vraiment en cherchant bien. Voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on va aussi à Berlin. C'est pour voir ce côté-là de la technologie, de l'électronique, de l'intelligence artificielle aussi, parce qu'elle arrive dans tous les appareils électroménagers. Ça, c'est un versant de la tech qui n'existe pas à Las Vegas. Donc, c'est intéressant d'aller à Berlin déjà pour ça. Intelligence artificielle parfois justifiée et parfois un peu plus motif de fausse innovation. C'est quoi ta sélection ? Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont marqué à l'IFA que tu aurais voulu nous partager, nous relayer ? Écoute, moi, il y a eu beaucoup de produits, justement, alors, soit qui ont gagné la compatibilité Matter, tu sais, ce standard qui vient chapeauter tous les autres en domotique, qui permet d'installer un appareil, quelle que soit sa marque, sans se poser de questions, s'il y a le logo Matter, et si on a un hub type un Apple TV, etc., on sait que le produit sera compatible. Alors si on est dans l'écosystème Apple, mais ça marche aussi évidemment dans le monde Android. Donc il y a eu beaucoup de produits estampillés Matter. Il y a eu beaucoup de produits qui exploitent la nouvelle norme de charge par induction rapide, le fameux Qi 2, donc qui s'écrit QI, comme tu l'as précisé. Et puis, moi, j'ai trouvé quelques produits sympas qui embarquent la technologie de localisation qu'on trouve dans les AirTags d'Apple, le fameux Find My. Alors, il y a deux produits qui sont sympas. D'abord, il y a le premier chargeur mural avec des ports USB-C qui est doté donc d'une sorte de tracker. Alors, on peut l'oublier dans sa chambre d'hôtel, mais surtout on peut l'oublier à la maison quand on part au bureau. C'est vrai. Et donc, on sort de chez soi, on fait 10 mètres, et puis on a son téléphone ou sa montre qui sonne et qui rappelle qu'on n'a pas pris son chargeur. Alors ça a l'air de rien, mais moi ça m'arrive un jour sur deux. Donc c'est typiquement le truc que je trouve très pratique. Voilà, il existe en deux versions, en 50 watts avec 2 ports et en 120 watts avec 4 ports. Et voilà, il n'a pas besoin d'être chargé en plus, parce que j'imagine qu'il y a quelque chose d'assez logique, parce que quand tu le branches, il doit y avoir une petite batterie par rapport à ça. Mais c'est vraiment un chargeur, c'est comme le chargeur de ton Mac. C'est le chargeur, sauf que tu peux brancher 2 ou 4 appareils dessus. Ça va remplacer ton chargeur Apple, en fait. Okay. Sauf qu'il est doté d'un tracker, donc si tu pars sans lui, il te le signale, et ça, c'est assez malin. Et puis un peu dans le même esprit, et ça m'a plu parce que je me suis fait voler mon passeport il y a 2 ans. À une terrasse de resto, un protège-passeport, donc en faux cuir vegan, qui est lui aussi doté d'un petit tracker qui se recharge par induction, qui a 5 mois d'autonomie et qui coûte pas cher, il coûte $60. C'est Satechi qui fabrique plein de petits hubs USB-C vachement bien, qui vient de le présenter à l'IFA. Le premier produit dont je te parle, là, les chargeurs Muro 50 watts et 120 watts, c'est 12 South, qui est plus connu pour des housses en cuir sympas, pour iPad, pour smartphone, etc. Là, il se lance dans des produits avec de la techno embarquée. Ils font aussi pas mal de supports métalliques pour les appareils de l'univers Apple, je crois. Des supports pour poser ton Mac à la verticale, etc. Ouais, il me semble. Hein. Absolument. Mais là, c'est vraiment un chargeur avec des bobines dedans, avec
un petit tracker et tout. Donc voilà, ils passent une étape de plus, on va dire, dans la diversification de leur gamme. C'est une bonne marque, ils font des produits de qualité. Je trouve que le design est vraiment pas terrible. On dirait, ils ont vraiment un côté plastique, cheap et tout, mais bon, la promesse est quand même assez sympa. Donc j'ai envie de fermer les yeux sur le look et de les mettre quand même dans mon sac à dos. L'appel de la fonction est le plus fort que l'esthétique. Voilà, exactement. Excellent. Bah écoute, merci beaucoup. Non, c'est très chouette de voir qu'effectivement il y a des technologies très concrètes qui sont présentées à l'IFA et qui concernent vraiment notre quotidien, puis qui surtout, en fait, arrivent tout de suite. C'est pas des trucs complètement toujours hurluberlus qui arriveront peut-être plus tard dans l'année, etc. Souvent, c'est des choses qu'on peut commander ou acheter dans la foulée. Donc ça aussi, ça rend les choses assez concrètes pour la tech quelque part. Ouais, parce que c'est vrai que l'IFA, c'est un salon qui est positionné à la rentrée. Donc, on est à 3 mois de Noël. Donc, typiquement, les journées presse sont juste avant le week-end. Et juste après le week-end, en fait, ce sont tous les acheteurs de la grande distribution dans toute l'Europe et une partie du monde qui arrivent à Berlin et qui viennent passer commande. Et c'est ces produits-là qu'on va trouver en rayon à partir du mois d'octobre et à Noël notamment. Donc, on est vraiment dans le concret, à la différence du CES qui, lui, est en janvier. Donc, c'était il y a déjà plus de 6 mois. Et à Vegas, on voit beaucoup de protos qui, souvent, ne deviennent pas des produits commerciaux. Donc, voilà, parfois, on s'en prend plein les yeux avec des produits dont on a envie, mais qui n'arriveront jamais en magasin, en tout cas, pas en Europe. Merci Benjamin, on a les liens dans les notes de l'épisode sur les produits que tu as indiqués. Comme vous le savez, dans tous les épisodes de Tech Café, tout est sourcé, vous avez toutes les notes qui complètent les sources qui nous permettent de faire les épisodes de podcast. On va passer à une ultime rubrique dans laquelle on va pas passer trop de temps à détailler, mais quelques infos qu'il me semblait nécessaire de partager aux auditeurs et aux auditrices. Alors d'une part, on a du nouveau du côté de Meta sur un volet des paquets législatifs européens qui arrivent. C'est vrai qu'on avait moins de visibilité sur ce qui allait se passer, mais le DMA, vous savez, on a déjà parlé du DMA et du DSA, impose l'interopérabilité des messageries instantanées. Et on a du nouveau du côté de Meta, qui a priori bosse depuis un moment sur ce sujet, on n'en doute pas une seconde, pour rendre, et tenez-vous bien parce que ça risque de changer notre vision de ces services, interopérables les services comme Messenger ou WhatsApp. Donc l'idée, c'est d'avoir évidemment les mêmes protocoles de chiffrement qu'eux utilisent, et ils utilisent le protocole Signal, qui évidemment pas sans vous rappeler l'application du même nom, Signal, depuis 2016. Ce protocole, il est en cours de déploiement dans Messenger, donc c'est le protocole de chiffrement qui permet de faire interagir les messages pour qu'ils soient chiffrés de bout en bout d'une certaine manière. Et ça va arriver vraisemblablement aussi dans Instagram, avec les messages privés Instagram. Et Meta donne un petit peu plus de visibilité sur la manière dont les services vont pouvoir être interopérables avec d'autres services de messagerie. Il faudra quand même montrer patte blanche. Ils vont pas aussi loin que Apple quand ils se mettent en conformité pour autoriser l'application, les stores alternatifs. C'est évidemment pas aussi exigeant, mais il y a quelques exigences qui me semblent finalement beaucoup d'exigences qui sont de l'ordre vraiment du technique et qui me semblent pas être de l'ordre du caprice. Et c'est intéressant aussi de voir que Meta, évidemment, s'appuie sur cette évolution pour lister le fait qu'il n'y a que des avantages à avancer dans cette espèce d'interopérabilité. C'est quand même intéressant de voir ce positionnement et de voir que quelque part, Meta propose presque des messageries qui sont concurrentes elles-mêmes les unes des autres. Je pense spontanément à Messenger et à WhatsApp. Et pour autant, continue à les proposer et surtout va les rendre interopérables. Bien sûr, ils sont obligés et ils vont pas dire qu'ils le font contraint et forcé et que ça va être un enfer pour eux, mais ça avance. C'est plutôt cool ça, Benjamin, non ? Oui, alors, je remarque quand même même s'ils disent qu'ils se travaillent dessus depuis 1 an ou 2, ils ont quand même attendu que ce soit une obligation en Europe pour s'y mettre. Voilà. Bon, je pense toujours à cette menace des 6% du chiffre d'affaires mondial en cas de... Qui doit faire peur. En cas de non-respect, qui quand même, pour ces boîtes, représente juste des milliards, voire des dizaines de milliards de dollars potentiellement. Donc, c'est sûr que on arrête de faire n'importe quoi.
C'est intéressant. Je pense que ça va être au bénéfice des consommateurs, hein, puisqu'on va pouvoir finalement, sans doute avec une seule messagerie, dialoguer avec tout le monde sans avoir besoin de switcher de l'une à l'autre. Ah bah oui, alors un tel, c'est sûr, il est sur Signal, donc je vais sur Signal, et puis lui, il est sur WhatsApp, donc je reviens sur WhatsApp. Ça va sans doute être très pratique. Et ce qui est, voilà, finalement, le mouvement de Meta, il est juste, il est pas très original, mais tout le monde est en train de bouger. Apple l'a fait en ajoutant le RCS dans Message. Voilà. Dans le cas de Meta, c'est des services qui ont été intégrés à des moments différents. Donc, ils avaient chacun leur fonctionnement. Ça a été des acquisitions, enfin, en tout cas, dans le cas de WhatsApp. Donc, voilà, Meta a pris WhatsApp en l'état, a fait pas mal d'améliorations, a ajouté des services, etc. Mais WhatsApp avait son fonctionnement un peu en vase clos. Voilà, il a fallu que l'Europe leur dise, bah voilà, maintenant c'est plus optionnel, c'est ça où vous passez à la caisse, quoi. Donc ils préfèrent travailler sur l'interopérabilité et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, ça. Et ça leur coûte moins cher. Effectivement, vous avez les détails en tout cas hein, dans les notes de l'épisode. Là encore, si vous voulez avoir plus d'infos sur les éléments de mise en œuvre qui sont prévus par Meta. Pendant qu'on est dans les messageries, on doit parler un petit peu de Telegram. C'est un peu notre fil rouge là, de cette rentrée suite à la mise en examen, à l'arrestation de Pavel Durov dont on a largement parlé. Il y a des échos. Alors des échos directs. D'une part, il y a une prise de parole de Pavel Durov, vous l'aurez deviné, sur Telegram, où il réagit un petit peu à ce qui s'est passé. Alors, c'est assez marrant parce que il y a quand même un combat de position assez fort. C'est que il se met un peu en opposition, preuve à l'appui, selon lui, sur les actions que mène Telegram en réponse aux autorités, en étoffant de manière très très concrète le fait que quand on leur demande d'intervenir sur l'application Telegram sur des contenus qui seraient problématiques, répréhensibles, illégaux et sur lesquels il faut intervenir, ils interviennent et il y aurait même des rapports. Alors, il met même les liens vers un channel Telegram qui relaie effectivement un nombre d'interventions. Tout cela reste malgré tout assez flou. Il y a vraiment un combat de position entre Telegram, et c'est logique, hein, et les parties prenantes de ceux qui critiquent la manière dont Telegram réagit aux injonctions des autorités sur les contenus problématiques. Autre signe aussi d'évolution de Telegram, il y a une fonction qui était, alors je dois le dire, hein, qui était toujours un peu curieuse quand on laissait Telegram et qui, moi, me laissait toujours un petit peu perplexe. C'est une fonction qui s'appelait People Nearby. Donc, c'était les personnes à proximité. Et alors, dans l'intention technique... Comme dans Happen, mais pour d'autres raisons. C'est exactement ça. L'intention technique, c'était de mettre en relation les gens à proximité pour converser plus facilement. Dans les faits, c'était vraiment des trucs très, très, très olé, voire qui relevaient du proxénétisme. Trafic en tout genre. Trafic de drogue. Donc, bon, vraiment, c'était quelque chose qui, à mon sens, était vraiment une verrue dans la défense de l'image d'un Telegram. Voilà, la fonction a évolué. Alors, elle n'a pas totalement disparu. Elle s'appelle maintenant business. En gros, les professionnels à proximité. Alors, à voir si les professionnels, ce seraient les vrais professionnels qui ont des sirettes ou si là aussi, ce sera les professionnels de l'ombre. Mais il y a une volonté quand même de Telegram, je pense, de commencer à se poser des questions et de se dire, bon, les gars, déjà, quand les choses ne font pas les choses totalement illégalement, de manière ouverte, ils commencent à avoir des problèmes. Ils sont obligés de se mettre en conformité. Si on ne se met pas un peu à niveau assez vite, on va prendre peut-être très cher. Le fait que Pavel Durov a été arrêté, et évidemment, on l'a largement relayé dans les épisodes précédents de Tech Café, doit aussi commencer à faire paniquer les équipes. Est-ce que tu penses que Telegram va devenir fréquentable ? Moi, j'ai fait un choix, hein, Benjamin, ça y est, j'ai arrêté Telegram, je l'ai désinstallé et je l'utilise plus. Je l'utilise plus avec beaucoup de monde, mais je l'ai désinstallé désormais. Alors moi, je t'avoue, je l'avais installé pour dialoguer avec un seul correspondant. Avec moi ? Non. Je suis rassuré. Ah non, c'était pas toi. Non, mais dans tous les autres cas, j'utilisais Signal ou WhatsApp ou FaceTime. Mais non, j'ai jamais été un fan de Telegram.
Je m'en suis toujours méfié pour être plus précis, malgré les promesses de respect des conversations, etc. Bon, je suis persuadé que ceux qui créent les applis ont les clés. Donc voilà, j'ai pas voulu faire confiance et donc j'en ai jamais fait mon application de messagerie de prédilection. Et tu sais que c'est vraiment un sujet, un cas de conscience pour moi parce que il y a de ça longtemps, hein, mais pendant plusieurs années, j'ai vanté les mérites de Telegram avec des fonctionnalités qui étaient plutôt cool, notamment pour un podcast comme le nôtre et avec des auditeurs plutôt en affinité avec les nouvelles technologies. Et honnêtement, il y avait des fonctionnalités qui étaient plutôt accessibles et très chouettes pour avoir un espace d'échange asynchrone quelque part. Bon alors depuis, j'ai largement laissé tomber et je sais qu'il y a des gens qui continuent à converser sur un channel Telegram de Tech Café, mais vraiment moi je n'ai plus d'une part le temps, ni vraiment en fait l'envie d'y mettre les pieds, mais j'ai un petit cas de conscience là-dessus. Et j'y préfère maintenant largement le serveur Discord, techcafé.fr/Discord si ça vous intéresse. Ultime info tech généraliste, quand il y a des gros sous, on se doit de les relayer et c'est pas des résultats financiers mais au contraire une amende. Google qui va devoir payer donc une amende de 2,4 milliards concernant son service Google Shopping. Voilà, là aussi, hein, une fléchette qui arrive en plus dans le cœur de Google. Le total des amendes reçues par Google en Europe atteint plus de 8 milliards d'euros, à calculer Reuters. Et en plus, ils attendent encore les résultats de 2 enquêtes qui concernent plus spécifiquement Android et puis la régie publicitaire AdSense. Ça commence à faire beaucoup, Benjamin, non? Pour Google. Ouais, mais je faisais le calcul dans ma tête. Ça correspond presque au montant de la TVA sur l'amende d'Apple. Oui, l'amende de 13 milliards. Qui est de 13 milliards, voilà. Effectivement. Ah oui, c'est pas les mêmes dossiers, mais c'est beaucoup d'argent, hein, franchement. Et pour Apple, là, ça fait mal aussi. Hein. À l'époque, c'était des montants de rachat d'applications telles que Instagram ou WhatsApp. Maintenant, c'est des montants qui sont encore plus élevés, mais qui sont, entre guillemets, simplement des amendes. Donc, on sent qu'il y a des rapports de force qui se sont faits. Tu sais, Benjamin, que dans Tech Café, il y a une tradition. On ne peut pas passer à côté d'une rubrique jeux vidéo. Cette rubrique sera constituée d'une seule et unique info parce que je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin et puis je fais confiance à Guillaume Podjaspa la semaine prochaine pour nous abreuver d'infos autour des jeux vidéo qu'il aura pu glaner. Mais quand même, je suis sûr que tu l'as vu passer et que nous ne sommes pas les seuls, Benjamin. Derrière l'annonce, alors sur 2 volets de la nouvelle PlayStation 5, donc la console qui se vend quelque part le mieux dans cette guerre des nouvelles générations et de loin face à la Xbox. Une PS5 Pro qui avait été rumeurisée de longue date et qui a donc été annoncée officiellement de par ses caractéristiques techniques au travers d'une conférence, une vidéo enregistrée de 10 minutes par Marc Cerny, le papa technique de la PlayStation. Et clairement, il y a des choses qui sont mieux, hein, puisqu'il y a un processeur graphique qui est plus puissant. Il y a la technologie qui est le concurrent du DLSS. Vous savez, cette technologie donc, il va s'appeler le PSSR, qui est cette technologie qui vous permet d'avoir un rendu par intelligence artificielle qui permet de gagner en résolution et en fréquence d'image grâce à une nouvelle méthode de génération. Là, je vous renvoie encore une fois à tous les dossiers qui ont pu être faits derrière le DLSS parce que quelque part, c'est un peu la même mécanique, même si on pourra rentrer à l'avenir dans les détails. Il y a le Wi-Fi 7, bon, tout cela est très bien. Quand même, un prix, 800 € la console. Et attention, tenez-vous bien, bon, il y a la manette à ce prix-là. Il y en a une en tout cas, mais sans le socle et sans lecteur optique, l'addition commence à être salée. Est-ce que PlayStation n'est pas allé un petit peu trop loin? Alors, je ne suis pas sûr, Benjamin, que toi, de ton côté, tu aies beaucoup de temps ou que tu consacres beaucoup de temps aux jeux vidéo. Je ne sais pas, d'ailleurs, c'est un aspect que je n'ai pas en tête te concernant. Non, j'ai un regard là-dessus. J'avoue que je jouais beaucoup il y a quelques années. Je joue quasiment plus aujourd'hui. Mais quand même, pour 800 €, tu as le Wi-Fi 7. Ouais, c'est vrai, c'est une innovation importante, effectivement. Et bon, c'est quand même assez déroutant. Et puis bon, voilà, hein, vous l'avez vu largement. Mais ça pose la question à qui elle s'adresse cette nouvelle console, parce que est-ce que les kids vont casser leur tirelire qu'ils ont peut-être pas d'ailleurs, donc est-ce qu'ils pourront se l'offrir ou pas? Est-ce qu'elle est réservée à un public de gamers adultes
qui travaillent, qui gagnent leur vie, qui ont les moyens. Je pense qu'effectivement, clairement, si aujourd'hui tu veux une console de salon, t'en as pas. Tu veux t'équiper de la meilleure console qui te permettra de jouer dans les meilleures conditions, probablement que tu te poses pas la question si tu as le budget, mais quand même, si on fait le choix du bon sens, j'arrive à me demander si pour beaucoup de monde, c'est pas une PlayStation 5 classique qui répondra à suffisamment de besoins. Et d'ailleurs, certains soulignent ça, hein, pour le prix d'une PlayStation 5 Pro, tu peux avoir une PlayStation 5 Slim, par exemple, donc édition numérique, et tu rajoutes un Steam Deck. Et on sait qu'aujourd'hui, les consoles dites handheld PC, donc les PC portables format Switch, ont évidemment beaucoup d'intérêt. Donc ça soulève quand même des questions. On verra à l'avenir s'ils en vendent beaucoup. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup au pied du sapin, hein, mais bon. J'espère qu'ils en livreront plus que la PS5 au début, en tout cas. J'imagine que les stocks sont pas les mêmes et les conditions de production sont pas les mêmes. C'est sûr. Ça doit être plus facile. Merci beaucoup, Benjamin, de m'avoir accompagné pour cet épisode de Tech Café. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez, d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésitez pas, évidemment, à nous dire ce que vous en avez pensé sur techcafé.fr dans les commentaires, sur le serveur Discord. Et puis, si jamais, encore une fois, vous êtes ravis d'avoir un épisode de Tech Café qui arrive dans votre app de podcast comme chaque semaine, venez soutenir Tech Café sur patreon.com/techcafé. Mais vous allez peut-être avoir envie d'écouter un petit peu plus Benjamin, soit que vous retrouvez dans Tech Café ou que vous découvrez là dans cet épisode. Et là, c'est l'occasion rêvée de revenir un petit peu sur ce que tu nous disais en intro, mais même de manière un petit peu plus large, de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, Benjamin, à titre individuel. Alors écoute, après avoir été journaliste un peu partout, Europe 1, France Info depuis 3 ans, Télématin, etc., j'ai toujours ce podcast que j'aime, qui est un rendez-vous hebdo iWeek, la semaine Apple, donc dédié à l'écosystème Apple, avec une chouette bande, une bonne ambiance, et puis des vrais experts Apple qui se prennent pas la tête. La grande nouveauté de cette 5e saison, et ça a commencé il y a 3 semaines, c'est que désormais on stream donc en direct l'enregistrement de chaque nouvel épisode. Donc très concrètement, on diffuse sur X, sur Facebook, sur Twitch, sur Insta et bientôt sur LinkedIn, l'enregistrement de l'épisode qui sera dispo quelques heures plus tard de manière un peu plus léchée, avec l'habillage, avec avec grand plaisir. des sources micro qu'on récupère et qu'on remixe, etc., qui sera disponible sous forme de podcast sur les plateformes de podcast. Mais ça permet à ceux qui nous apprécient et qui nous écoutent de nous suivre en direct, donc il y a un côté excitant. Et puis évidemment, il y a un chat qu'on suit en temps réel, qu'on peut aussi afficher sur la version vidéo qui est dispo sur YouTube. Et donc, on prend des questions du chat pendant qu'on enregistre. Et si on oublie de dire un truc, on peut demander au chat de nous aider. Enfin voilà, c'est très interactif, c'est très sympa. Et ça change pas mal la dynamique. Et en fait, on retrouve l'esprit de l'émission de télé qu'on faisait sur Watch TV il y a quelques années, qui était en direct et où ceux qui nous regardaient pouvaient aussi poser des questions via Twitter à l'époque. Donc c'est marrant, on boucle un peu la boucle et puis ça nous met dans une nouvelle dynamique et c'est super sympa. Donc voilà, c'est le mardi à 17h30 sur tous les réseaux sociaux où iWeek est présent. Donc venez et puis venez essayer et puis dites-nous bonjour de la part de Guillaume. Voilà, on saura qui vous êtes. Exactement, vous venez, vous dites bonjour de la part de Guillaume de Tech Café et comme voilà. ça, la boucle sera bouclée. Écoute, merci beaucoup Benjamin, merci d'avoir accepté l'invitation à ce qu'on puisse échanger ensemble pour cet épisode. En attendant, vous me retrouvez, moi, Guillaume Vendée, sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord, et puis dans quelques jours, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.